Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer la conférence de presse. Je vous demanderai d'éteindre vos portables. La conférence de presse va démarrer juste avant la marche de cet après-midi à 14 h, place Lucie-Raymond Braque, d'où partira la marche commémorative avec les familles qui sont présentes ici autour de Awa Gay. Sur la table, il y a Awa Gay et son fils Pierre, soutenu par le collectif Vérité et Justice pour Babacar. Et c'est la sœur de Babacar Gay, tuée à Rennes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Je vais juste à côté de Pierre, il y a Zora El Yemni, la maman de Wissam El Yemni, qui nous vient de Clermont-Ferrand, dont le fils a été tué par la police en 2012, pardon. Anita, à côté, Anita Ferrard, qui est la tante de Alan Lambin, tué cette année à Saint-Malo. À côté de Awa, il y a la sœur de Mehdi, qui nous vient de Lyon. Elle s'appelle Yamina. Voilà, c'est pour ça. Et à côté, il y a Nadia, la maman de Bilal, et excusez-moi, c'est la sœur de Mehdi qui est à côté, et la maman de Bilal, Yamina, qui nous vient de Nadia, qui nous vient de Lyon aussi. Et à côté, il y a Yann, du collectif Désarmons-les. Chacun va prendre la parole. Le déroulé, c'est chacun va pouvoir prendre la parole pour raconter un peu leur histoire et là où ils en sont. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions pendant une vingtaine de minutes. On essaie de cadrer au maximum cet échange parce qu'après, il va falloir préparer la marche. Et puis, à l'issue de la conférence, si il vous reste des questions, il y a des personnes qui pourront se rendre disponibles pour les différents médias qui voudraient préciser certaines choses. On va commencer par Awa. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus. Les autres familles victimes qui sont venues pour m'apporter soutien aussi, parce que c'est un combat de nous tous. Je m'appelle Awa, je suis la sœur de Babacar Gay, qui fut assassinée par la police à Quartier-Morpa le 3 décembre 2015. Babacar, c'était mon frère. Il avait 27 ans. On vivait ensemble avec mon fils. Babacar, il était arrivé en France. C'était dur pour lui. Il a fait une longue trajet au Sénégal pour me joindre en France. Babacar, il a marché à pied, monté des charrettes, des voitures, jusqu'en Espagne, à Malaga. Babacar, il a décidé de continuer à me joindre ici en France. Il est venu en France, il a fait 1 an avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, il est parti, c'est son ami. Il a décidé à passer la nuit, c'est son ami. Il s'est réveillé pleine nuit. Babacar, il a pris un couteau de table, il s'est mutilé dans le ventre. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir l'aide. C'est la police qui sont arrivés. Ils sont montés en haut. Il y a 4 polices nationales et 4 polices de la BAC. Et il y a une police de la BAC qui a tiré sur Babacar 5 balles. Après les 5 balles, ils sont menottés Babacar au sol pendant 1 heure. Et c'était trop dur pour moi le jour-là parce que personne ne m'a pas appelé. Jusqu'à vers 10 h, j'ai appris le mort de mon frère avec une de son amie qui m'a appelé. J'étais à l'école de mon fils.
Et moi, je ne me sentais pas bien. On m'a évacuée à l'hôpital. J'étais hospitalisée. Et à un moment, quand je suis sortie, j'ai appelé un ami à moi. J'ai dit, j'ai demandé, je suis ici à l'hôpital, il y a mon frère qui est mort et il faut que je le trouve. Est-ce que c'est lui? J'ai expliqué. Lui, elle m'a dit, je connais comment faire. On fait renseignement à l'hôpital avant qu'on sorte. On fait renseignement à l'hôpital. On nous dirigeait vers le commissariat de Rennes. Et moi, je ne connais pas encore en ce moment-là le commissariat de Rennes. Mon ami m'a dit, je connais là-bas. On est partis ensemble. Arrivé au commissariat, j'ai dit les policiers, je suis accompagnée avec le monsieur parce que moi je ne sais pas lire et écrire en ce moment-là, je ne parle pas comme je parlais aujourd'hui. Je suis dans les cours de formation pour apprendre à lire et écrire et parler français au CMPS. Mon premier mot, j'ai dit ça aux policiers et après ils ont dit non, en fait, lui il va rester attendre ici, dans les halls. On était rentré dans les bureaux et tout de suite on m'a montré les photos de mon frère où il est mort. Mais ça, aujourd'hui je sais pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça pour moi. Pour me écraser, pour que je ne veux pas avoir la force. Et c'est pas ça qui m'empêche d'avoir la force. J'ai parlé avec les policiers. J'ai expliqué comment on est passé la journée avec mon frère et mon fils à la maison. Et comment il est parti. Et tout. Et j'ai posé question aux policiers. Combien de balles mon frère il a reçu? Combien de policiers qui sont partis là-bas? Il m'a répondu, ils sont nombreux. Et il a reçu 5 balles. Il y avait un policier qui est énervé sur moi. Il me disait, si vous voulez tuer un policier, on l'a tué. Et j'étais encore sur le socle. Et j'ai encore des pattes sur moi dans mon corps. Parce que ça se voyait, même eux-mêmes, ils sont vus. Parce que j'ai porté un haut transparent. Et après, j'ai dit, maintenant, elle est où mon frère? Parce que je voulais savoir, elle est où? On m'a dit, il faut que tu nous donnes son pièce d'identité. J'ai dit, je viens de sortir de l'hôpital. Je n'ai pas son pièce d'identité avec moi. Ils ont fait une sorte de chantage. On m'a dit, maintenant, on va chez vous. Tu nous donnes son pièce d'identité. Là, je n'ai pas de choix parce qu'il faut que je trouve mon frère. J'ai dit, oui, on y va, je vais vous donner son pièce d'identité. Arrivé chez moi, je crois que c'est juste donner les pièces d'identité. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont rentrés, ils sont sortis des gants bleus dans les postes et ils ont porté ça, ils sont fouillés chez moi. Ils ont soulevé les matelas de la chambre de Babacar. Ils ont fouillé son armoire. Et ils ont pris les papiers de médical de Babacar. Ils ont pris ces papiers parce que Babacar il prend des cours français au Resto du Cœur, Jacques Cartier aussi. Il ne parlait pas bien français, elle est comme moi. Il ne parlait pas bien français aussi. Quand il est arrivé, on faisait sport ensemble aussi dans les mêmes clubs avec mon fils. Mon fils, il faisait des foot et moi, j'ai fait des zumba et tout ça. Babacar, il fait du foot aussi. Babacar, il fait ses activités aussi au Carrefour 18. C'est une personne qui fait ses activités comme tout le monde. Ils ont pris tous les dossiers là. Ils sont partis encore avec moi au commissariat. C'était une journée tellement dure avec les policiers. Parce qu'ils ont fait pression comme ça pour que moi, je avais peur. Et moi, ce n'est pas le cas parce que je connais mon frère. Je sais qui il est. J'ai confiance en moi aussi. Je sais qui je suis. C'est pour ça, quand ils ont fouillé chez moi, j'ai laissé faire. J'ai regardé. Heureusement, par contre, mon fils il était à l'école en ce moment-là. Et après, on m'a dit, maintenant, ton frère, elle est dans le morgue. Elle est dans le morgue au Cesson Sévigné. C'est pareil, je ne connais pas en ce moment-là à Cesson. Et c'est mon ami qui m'a encore accompagnée. Et eux, ils ont déjà fait l'autopsie. Je n'ai même pas au courant. Ils sont sortis le corps.
Et l'autopsie, il a révélé qu'il n'y a pas de toxique sur mon frère. C'est ça. Et après, il y avait le consulat de Sénégal qui est venu me voir, qui me rend visite, qui m'a parlé que maintenant, comme ils ont fait autopsie, vous n'êtes pas au courant, nous, on n'est pas au courant. Laisse-nous très peu de temps. On fait une enquête, nous aussi, avant que tu ramènes le corps. Parce qu'une fois que tu ramènes le corps, on ne peut plus rien faire. Et moi aussi, je donnais eux confiance, surtout qu'ils sont déplacés pour venir me voir. Il m'a présenté le premier avocat. J'ai décidé de porter plainte avant que je parte au Sénégal. Et mon retour au Sénégal, ils sont pas... L'avocat, il n'a pas déposé les plaintes comme il fallait. Et je me suis trouvé le dossier classé sans suite par les procureurs. Et je suis décidé de porter partie civile encore. C'est là que j'ai demandé le dossier de mon frère. Et j'ai pris un deuxième avocat à Paris, c'était compliqué aussi. Je me déplaçais la dernière fois, pour rien, à Rennes jusqu'à là-bas. Et pourtant, il m'a fixé un rendez-vous. Il dit qu'elle était bloquée par la main. Et après, j'ai changé encore le troisième avocat. Et c'est avec ce troisième avocat, je vais obtenir l'expertise balistique que j'ai demandé, qui a révélé aucune balle, il n'a pas venu en face de mon frère. Et ça, depuis au début, je savais. Depuis au début, je sais que les policiers, c'est des menteurs. Ils sont prêts de mentir et salir mon frère. Mon frère, il a besoin d'aide. S'ils ont dit que c'est une défense, pourquoi les balles, elle est arrivée par les fesses? Il y a un problème. C'est pas possible. C'est pas possible. Et avec le troisième avocat, moi, j'ai demandé une expertise balistique qui a révélé qu'aucune balle n'a pas venu en face de mon frère. Et en plus, ils ont dit que les armes qui sont gardées dans les scellés, ils sont détruits par une erreur. C'est pas possible, ça je ne suis pas d'accord du tout, c'est pas vrai. Parce que s'ils ont raison, ils ont droit à garder ça comme une preuve. Mais ils savent qu'ils ont tort, c'est pour ça qu'ils ont détruit, ils ont porté ça, tu dis qu'ils ont détruit les armes. C'est pas vrai. Moi je ne crois pas ça. S'ils ont raison, pourquoi les policiers qui ont assassiné mon frère, il a demandé une mutation dans une autre commune où il habite? Il doit continuer à rester ici, à travailler. Mais ils savent qu'il a tort d'assassiner un innocent, un homme comme tout le monde, qui est venu ici juste pour soutenir sa famille, pour me joindre, pour travailler comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé encore à changer un autre avocat. Parce que je dois changer un avocat qui me convient, qui travaille avec moi dans les dossiers ensemble. Même si je ne sais pas lire écrit, je sais à quoi je parle. Tout qui est écrit, c'est moi, Awa, qui demande. Écris-moi ça, écris-moi ça. Je ne suis pas bête. Je suis avec ma tête. Moi, je veux travailler dans le dossier de mon frère. Continuer à savoir la vérité. Aujourd'hui, j'ai demandé une reconstitution des faits. Et je veux cette reconstitution. Tous les policiers qui sont là le jour-là, ils sont droit être là. Et les pompiers et les amis et son ami. Ce qui est normal.
Et j'attends les dates de jour de l'opposition là. Et je veux que vous êtes venus en nombreuses pour mon soutien, parce que c'est un combat de moi, mais ce combat de vous, c'est votre combat aussi. Parce que ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais pensé qu'il m'arrive aujourd'hui. Regardez les autres familles. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça peut être vous. C'est pour ça que j'ai décidé à continuer mon combat, à lutter pour mon frère, mais aussi pour les autres femmes victimes et pour les autres qui sont là aussi, et pour nos enfants demain, et pour nos enfants qui sont là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas normal. Si à chaque fois des familles reçoivent les non-lieux, les dossiers classés, il y a un problème par l'État. Là, il y a un problème. Et c'est pour ça, encore, je suis là aujourd'hui pour inviter à tout le monde, pour rendre hommage à mon frère, je peux dire aussi mon fils, parce que Babacar c'est comme mon fils aîné. Depuis au Sénégal, partout où je suis, il fait tout pour me joindre. Il est toujours à côté de moi. Ma famille aussi, ils sont tristes, parce qu'ils sont perdus un homme qui portait soutien tout le temps à la famille. Parce que Babacar, même au Sénégal, il travaille, il fait masse en ambulance sur les routes. Il arrive à Malaga, pareil. Il s'est arrêté à Malaga, il fait masse en ambulance aussi. Il est arrivé à Rennes. Je l'ai accompagné à Simad. J'ai même de l'accompagner à Emmaüs, à aider. Parce qu'ils veulent travailler, ils voulaient avoir les papiers comme tout le monde. Mais c'était compliqué pour moi et lui. Aujourd'hui, les policiers ont mal arraché comme un chien. Même un chien, si on l'a tué, on va ouvrir une enquête pour savoir pourquoi on l'a tué, cette personne. Mais ils ont décidé de tuer Babacar parce qu'elle est noire. Quand les policiers sont arrivés, si Babacar elle est blanche, on va le maîtriser. Parce que 8 policiers, tu peux maîtriser une personne qui fait mutiler à lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Si Babacar elle est blanche, on va le maîtriser, on va le ramener à l'hôpital. Ils ont ouvert une enquête pour savoir pourquoi cette personne il fait du mal à lui. Mais ils s'en foutent. Ils sont venus en mode de guerre pour le tuer. Ils ont décidé de tuer mon frère. Ils ont décidé de l'assassiner à cette manière dégueulasse. Les policiers là, ils ne sont pas formés comme il faut. Aujourd'hui, les policiers, ils ne sont pas là pour nous protéger. Ils sont là pour nous tuer. Nous, les Noirs, les Arabes, les Roms. Chaque fois, ça nous arrive comme ça. La plupart, on nous tue comme des mouches. On ne nous considère pas. Et nous, on vient ici pour mener notre vie. On n'est pas venu ici pour qu'on nous tue comme les mouches. Nous, entre nous, les peuples français, on est des frères et sœurs. Regarde qu'est-ce qui arrive les Gilets jaunes aujourd'hui. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. C'est comme si c'est ma famille que je vois. Ils sont matraqués, gazés, flashball. C'est vraiment triste pour nous. C'est pour ça qu'on doit continuer combat ensemble, de se battre ensemble. Parce que c'est nous qui payons l'État, ce n'est pas l'État qui nous paye. Si les policiers ne nous protègent pas, on n'a plus besoin des policiers. On n'a plus besoin des policiers. Parce que c'est nous-mêmes qui protégeons à nous. Bonjour à tous. Je suis la maman de Wissam.
situé au commissariat de Clermont-Ferrand. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir. Désolée, j'ai un peu. Ça va, je parle. Merci. Mon fils, Wissem, le 31 janvier, excusez-moi, le 31 janvier, et il s'amusait comme tout le monde. Il fêtait le réveillon avec ses amis d'enfance. Et merci. Avec ses amis d'enfance. Et à 3 h du matin, mon fils était apparemment il a jeté une pierre. Et la police, ils sont venus au quartier. Et tous ses amis sont partis, lui il est resté parce qu'il craint. Parce que certains témoins disent qu'il est normal, qu'il est resté. Il y avait 25 policiers qui sont arrivés à la place avec des chiens, de la musique. Ils ont pris mon fils autour du quartier. Ils ont fait un... Je ne sais pas comment ça... Et ils train de le frapper. Et après, ils l'ont ramené au commissariat. Dans le commissariat, il y a des témoins qu'ils ont vus, qui étaient dans le couloir. La moitié, son pantalon rebaissé, le chevet. Ils l'ont frappé. Il y avait des témoins que le juge ne veut pas. Il ne veut pas pour l'instant. Il le frappait jusqu'à qu'il est tombé dans le coma. Non, il était chez nous. J'étais chez moi. Le sang où il habite, ça fait même pas 10 minutes. On a su le lendemain. Même pas 10 minutes de chez moi au quartier, du commissariat, de l'hôpital. C'est pas loin. Et on a su à 17 h le lendemain. On venait à travers l'hôpital, on ne comprenait rien du tout. Mon fils Farid, il est arrivé de Lyon. Ma fille, elle est venue de chez elle. On ne comprenait rien du tout. Au début, ils ont dit qu'ils l'ont trouvé sur un pont. Après, ils ont dit que voilà, c'est un problème dans le quartier. Et non, on ne comprenait rien. Et c'est après qu'on a compris ce qui s'est passé dans le commissariat. Voilà. Et c'est dur. C'est très dur de vivre ça, parce que ta vie, elle est... Tu vis normal, tu payes tes impôts, tu vis normal et tout à coup, tu ne comprends rien. Désolée. Je ne comprends rien. Il te racheter ton fils comme ça. On vit toujours. Et c'est très dur. C'est pour ça. Il faut qu'on soit soudés tous. Parce que c'est pas juste. Parce que moi, avant qu'il m'arrive, je crois beaucoup aux justices. J'ai cru à la justice.
Et là, vraiment, c'est ni la police, ni la justice, ni... Vraiment, il faut se battre. C'est très dur à vivre ça. De vivre avec ça. Après, il était dans le coma 9 jours. Et l'infirmière nous a dit, allez, moi j'étais pas bien. L'infirmière nous a dit, prenez les photos. Parce qu'ils ont pris les photos et nous on a pris les photos. Et comme par hasard, eux ils ont pris les photos blanc et noir. Pour qu'on ne voit rien, on ne voit pas les blessures et tout ça. Nous, en plus, nous, le 3e jour, on a pris les photos. On a pris les photos et quand on est allé au tribunal, on avait des photos du premier jour noir et blanc. Et nous, on a dit, regardez, la police, ils ont pris les photos le premier jour parce que l'infirmière, elle nous a dit. Et eux, ils ont dit, voilà les photos. Et on a dit, non, on ne voit rien, on ne voit pas parce qu'ils ont tremblé. Ils ont cassé, ils ont tapé. Et le juge nous a dit que ça a été les photos, ça a été, je ne sais pas comment on dit, formaté, c'est ça, formaté. Voilà. Et c'est nous qu'on avait les photos. Sinon la famille, on avait les photos le 3e jour, parce qu'ils étaient aux soins. Et après, en colo, on avait le 6e jour. Ça veut dire les blessures, elles partent. Et après, nous, on a montré. Au début, on n'avait pas dit qu'on avait fait des photos. On a montré les photos, que c'était rien à voir avec le 6e jour. Voilà. Ben là, on attend toujours le juge, parce qu'on a des témoins qui étaient dans le commissariat le jour-là, en garde à vue, qu'ils ont vu. Ils ne veulent pas écouter les témoins. On attend toujours. Vraiment, c'est très dur à vivre ça. Parce que la vie, elle change le monde. T'as l'impression que tu vis où? C'est ça, le pays de droits de l'homme et tout ça. Tu dis, c'est pas possible. C'est ici, c'est pas possible. C'est ça qui est pire. Nous, on a cru à la justice au début, on avait demandé le cas, on a cru, on s'est fait avoir par la justice. On ne peut pas. Anita Ferrar, la tante de Alan. Je suis là aujourd'hui, bien sûr, pour soutenir Awa et toutes les familles victimes de la police. Et aussi pour réclamer justice pour mon cher neveu Alan, qui nous a été enlevé suite à une interpellation très musclée à Dinard, puis une mise en garde à vie, puisqu'il n'est jamais ressorti vivant du commissariat de Saint-Malo. Alors je vais vous parler d'Alan. Alan, c'était un jeune homme plein de vie, fils unique d'une famille à 3 très fusionnelle, une vie heureuse. Ce petit bonhomme a perdu sa maman il y a 3 ans, donc beaucoup de difficultés à se reconstruire. Mais il y arrivait. Il y arrivait depuis le décès de sa maman qui nous a été enlevée par une maladie. Alan et son papa étaient devenus vraiment très proches et vivaient beaucoup de choses ensemble et ils se soutenaient mutuellement. Et Alan arrivait à se reconstruire tout doucement et là on y arrivait. Ils arrivaient à surmonter tous les deux. Et ce 9 février dernier, en fait,
Mon frère qui faisait des tournois de billard régulièrement, accompagné de son fils, sont allés à Dinard pour une journée banale de n'importe quelle famille, une activité en famille entre un père et un fils unique. Bien sûr, forcément quelques bières, mais rien de dramatique et absolument pas une mise en cause d'un décès, parce que ça a été prouvé. Une petite route de campagne où ils se sont retrouvés. Alan a voulu tourner une route, la route était très boueuse par des trompes d'eau comme on a à faire dernièrement là. Donc en fait il a raté l'entrée de son camping, donc il a fait un demi-tour et la voiture s'est embourbée, enfin a glissé un petit peu sur le bas-côté et a glissé dans le fossé. Donc c'est vrai que contrairement à ce qui a été mis sur des journaux en parlant d'accident, c'est un incident puisque en fait la voiture a juste basculé, glissé un petit peu, donc les airbags ne se sont même pas déclenchés, il n'y a pas eu de blessés, rien du tout, puisque Alan est sorti de la voiture tout seul sans problème et son papa qui était à côté de lui s'apprêtait à sortir aussi. Sauf que il y a des gens qui ont appelé les pompiers et la police. La police est intervenue de façon très musclée, arrogante, et il fallait s'en prendre à quelqu'un, malgré qu'il y ait quand même 5 témoins sur place, des amis d'Alan et de son papa, qui ont tout vu. Donc après une interpellation musclée où les policiers se sont jetés sur mon neveu, il y a eu des cris, Alan a crié, malgré c'est pareil, ce que Ouest France a, excusez-moi, sans vouloir les citer, ont bien mis en gras le lendemain de l'affaire, c'est-à-dire le 12 février, qu'aucune violence policière n'était signalée, sauf que ça c'était leur avis seul, puisque en fait c'est pas du tout notre version à nous. Donc voilà, donc Alan a crié plusieurs fois, les témoins étaient là, le papa l'a entendu, et Alan s'est relevé suite à ça. Tout aurait pu très bien se passer si, parce que les amis de mon frère et de mon neveu étaient là et auraient pu apaiser les choses, parce qu'Alan était fou de sa voiture et très, on va dire, minutieux. Voir sa voiture abîmée, ça l'avait énervé un petit peu. Voir les policiers arriver arrogants en essayant un petit peu d'envenimer les choses, bah forcément le ton monte un petit peu. Mais tout aurait très bien pu se passer si c'était pas jeté dessus. Par terre, voilà. Le genou aussi sur le thorax. Hein, tout ça, il y a des preuves, il y a des témoins, tout ça. Alan, ils l'ont emmené dans la voiture de police après. Il était anormalement calme pour quelqu'un qui le connaît. Il n'a pas pris son portable, il avait le regard hagard. C'est pas normal de sa part, surtout laisser son portable. Les jeunes maintenant, si tout le monde en a, vous savez très bien qu'on ne se passe plus de notre portable, il est tout le temps dans la poche, donc c'est pas normal. Il est allé donc au commissariat s'embroncher dans la voiture avec les policiers qui ont envoyé une patrouille environ 1 heure après. Chercher mon frère, qui était entre guillemets un petit peu plus alcoolisé. Rien de bien grave non plus, mais un peu plus alcoolisé. Donc pourquoi ils se sont pris à mon neveu, pas son père? Facile sans doute, je ne sais pas. Et en plus un jeune ça se maîtrise, quand on connaît les techniques de combat, on peut maîtriser son caprice. Donc voilà, ils sont venus chercher mon frère. Je pense qu'il y avait possibilité peut-être de s'arrondir les fins de mois en portant plainte. Donc ils ont emmené également donc, mon frère au commissariat de police en garde à vue également. Il les a accompagnés sans problème. C'est vrai que c'est les policiers municipaux qui sont venus et ça a été très cordial, les conversations. Ça s'est passé autrement en arrivant au commissariat. Beaucoup plus... on va dire violence verbale, enfin voilà, pas du tout le même accueil. Mon frère a voulu voir mon neveu, on lui a refusé l'accès, personne n'a voulu, et il s'est même inquiété de ce que venait mon neveu, puisqu'il y a de fortes chances qu'il était déjà en train d'agoniser. Et donc en fait mon frère, c'est la dernière fois qu'il a vu son fils, c'était dans les bois, puisque en fait mon frère en garde à vue a vu que ça bougeait à un moment donné. Personne ne lui a rien dit, sauf le lendemain à 10 h, on lui apprenait que son fils était décédé et qu'il était déjà parti en autopsie à Rennes.
Donc voilà, c'est insupportable. Il y a eu des faits très bizarres, il y a des caméras de vidéo dont l'avocat et nous, on n'a pas encore pu récupérer, qui ont été visionnées, qui ne concordent pas avec les dires des policiers. Il y a plein de manquements qui sont preuve à l'appui, on les a. Et voilà, donc notre instruction est toujours en cours, mais ça traîne, je pense que ça dérange. Et nous, c'est insupportable parce qu'ils ont brisé un père, ils ont brisé une famille complète, parce que nous, Alan, c'était un petit bonhomme qui était très très attaché à sa famille. Eux, il n'y a pas eu de mise en examen, ils continuent à travailler avec leurs enfants, ils vont passer Noël en famille. Nous, on est une famille détruite, c'est insupportable. Et alors, je voulais également dire que, comme beaucoup de familles, quand on a un décès, on prend un petit lieu on va dire de recueillement. Donc il y a un panneau juste à côté du commissariat de police de Saint-Malo où on met des fleurs régulièrement et une photo. Et alors, la dernière fois que je suis allée changer les fleurs, je me suis fait accoster par 3 policiers qui sont arrivés, c'était cet été, hein, j'étais en short, en t-shirt, absolument pas dans l'agressivité, je venais juste changer les fleurs. On est arrivé vers moi en me disant donnez-moi votre identité, qu'est-ce que vous faites là, vous n'allez rien faire. Bon, sauf que, bien sûr, c'est difficile de garder son calme dans ces conditions-là, sauf que je leur ai dit que ben non, j'avais le droit d'être là et que je n'entravais absolument aucun panneau de signalisation puisque les fleurs sont dessus, tout ça, et que j'étais partie civile et que je connaissais tout ce qui s'était passé ici. Eh bien, je peux vous dire qu'on m'a pris de haut et une policière particulièrement qui a quand même osé me dire qu'elle ne supportait plus aucune personne qui était alcoolisée. Sauf que, oui, l'alcool, ça fait des dégâts, on est d'accord, je suis infirmière, je sais ce que c'est. Par contre, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que des fois, les gens ne boivent pas forcément pour faire la fête. Et que des fois, il y a des gens qui boivent un petit peu pour oublier. On ne connaît pas l'histoire de vie des gens. Et je pense que les policiers n'ont pas à avoir de préjugés quand on interpelle des gens, puisque en fait ce sont les premiers à faire la fête et aussi en famille. Et que bien des fois il y a des gens qui prennent un petit peu d'alcool parce que des fois on a besoin d'oublier à certains moments. Et ça c'est insupportable, des discours comme ça c'est insupportable. On m'a même dit, enfin bon, je ne peux pas tout dire parce que c'est trop long, mais nous, on réclame justice pour Alan, parce que là, il y a eu des manquements, il y a eu de l'agression. On ne voulait pas non plus, comme vous, entendre les témoins. Ils ont été entendus. Je reviens un petit peu dans ce que dit Awa par rapport aux gilets jaunes. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus que les Noirs, les Arabes, tout ça. Maintenant, c'est tout le monde. La police est soutenue et maintenant peut faire n'importe quoi. Sauf que non. Alors nous, on avait vraiment confiance en l'IGPN, puisqu'on se disait, c'est vrai que normalement, c'est des gens qui ne sont pas corrompus et qui sont là pour faire avancer, pour rendre justice. Sauf que quand vous avez des personnes de l'IGPN qui vous disent que les médecins du SAMU ce ne sont pas des dieux, que les gendarmes feraient mieux d'arrêter de boire, écoutez, ça pose question. Hein. En fait, quand vous entendez des choses comme ça, on a des doutes sur l'impartialité. Donc, moi, il y a plein de choses. Nous, on n'est pas là pour casser du flic, mais on est là pour... La police est là pour faire régner l'ordre et pas pour détruire les gens, ni pour les agresser. On peut maîtriser quelqu'un sans taper dessus. Et je suis désolée, leur rôle, il est là. Alors, s'ils ne sont pas assez formés, il faut aller se former là. C'est tout. Et quand vous êtes interpellé par la gendarmerie, vous avez un bonjour, vous avez vos papiers s'il vous plaît, mais voilà. La police, ils vous sautent dessus comme des cow-boys. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas entendable. Je suis désolée, des forces de l'ordre, oui, c'est des forces, mais c'est pas de l'ordre. Voilà. Et moi, je suis en colère, on est venu en famille, je soutiens bien évidemment toutes les familles, mais nous, ils nous ont enlevé Alan. Le gars du GPN nous a dit, de toute façon, ça ne vous le ramènera pas. On dit ça comme ça à un papa qui vient de perdre son fils, qui était dans la cellule d'à côté quand même et qu'on n'a pas prévenu. Hein. On n'a pas prévenu que son fils était décédé à côté et qu'il était parti
Il était à côté, à 2 cellules près. Hein. Donc, je leur ai dit de vive voix que c'était inhumain. Moi, je suis infirmière, j'ai des personnes en fin de vie. Jamais je ferai ça à mes personnes âgées et même à mes patients en général. C'est une honte. Franchement, c'est une honte d'agir comme ça. On parle d'humanitude, on parle de plein de choses. Eh bien, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas d'humanitude. Alors, c'est peut-être pas général, mais moi, ce que j'ai vu et ce que là, notre affaire est en cours et ce que je sais maintenant, eh ben, c'est ça. Et moi aussi, comme vous, j'avais confiance en la police. Je les défendais même des fois, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser des casseurs, on ne peut pas laisser des choses comme ça. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais alors là, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Puisque eux-mêmes se déguisent en black box, on a vu les photos. Donc on va où là? C'est la guerre ou pas? C'est ça. Est-ce qu'il faut aussi qu'on craigne non seulement la délinquance, mais il faut qu'on craigne aussi les forces de l'ordre? C'est insupportable. C'est eux les vrais délinquants. Eh bien, on se demande, on se demande. Les vrais délinquants, c'est les policiers là. C'est eux-mêmes qui filment, ils boivent. Mais bien sûr, on le sait, ça qu'ils boivent aussi. Chacun, il peut faire sa vie. Et non, quand on est allé voir le juge, il m'a dit, parce qu'ils ont dit qu'il était drogué, qu'on a prouvé que c'était pas la drogue, il m'a dit, madame, vous acceptez ou vous aurez pire que ça. Oui, parce que nous, c'est pareil, on a la toxicologie, tout est négatif, hein, c'est prouvé. Là, tu des masses, l'alcool n'est absolument pas la raison du décès d'Alan, la raison qui n'est pas encore définie, on va dire. Donc, voilà, il y a beaucoup de flou dans le dossier et qui est toujours en instruction. Mais il faut que ça s'entende et il faut que ça bouge parce que là, ça traîne. Et je pense que volontairement, c'est volontaire. Donc, pour qu'on se calme, il faut qu'envenimer les choses en fait. Mais seulement des rameaux. Moi, mon fils, ils l'ont gardé 6 mois, même pas d'enfant. Les chinois, 3 jours à mort, pour qu'il reste 3 jours, même pas 24 heures. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Même pas d'enfant. Je l'ai emmené dans 6 mois. Ils ne voulaient pas nous donner le corps. Et ça, c'est... J'arrivais pas... Très dur. On ne savait même pas qu'il était pareil, il n'était pas dans le froid. Je voulais dire ça. Je ne sais pas tout dire. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que si notre gouvernement ne se rend pas compte que c'est en défendant l'indéfendable et qu'on sème la haine, ben c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que la justice, elle doit être la même pour tous. Pour la population, mais aussi pour eux et pour les forces de l'ordre. Plus vous défendez quelque chose qui n'est pas défendable, et plus vous semez la haine et la colère. Et là, c'est ce qui est en train de se passer dans la société. Merci à vous pour ton invitation. Je la soutiens évidemment dans son combat. Je suis donc la sœur de Mehdi, voilà, qui a été tuée par la police suite à une prise en chasse en scooter. Donc c'était le 11 décembre 2016. On était en famille, on fêtait la naissance de sa fille. Il a continué à fêter la naissance de sa fille avec ses copains et puis il les a ramenés. Sauf qu'ils sont tombés sur une patrouille de police et que il est mort. C'est assez compliqué pour nous parce que ce dossier, on sait pertinemment qu'il n'y a que du mensonge et que personne ne veut rien entendre, bien évidemment. Et cette histoire fait suite, en fait, et résonne en moi parce qu'elle fait suite à ce qui s'est passé l'année d'avant. Et là, moi, je te rejoins, Awa, sur des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui ça arrive aussi à des Blancs, des Français de souche, ce que vous voulez, c'est que les Noirs et les Arabes, eh ben, on les tue et on n'en a rien à foutre. Et la justice suit. L'année d'avant, son décès, mon frère a été interpellé par des policiers à la gare de la Pardieu.
il a été tabassé violemment. Il a eu 45 jours d'ITT. Il a été emmené en prison. Lors du jugement, la juge a refusé de regarder les vidéos de surveillance qui se trouvaient dans ces lieux. Au bout de 3 heures de manège, de cinéma, un théâtre vivant devant mes yeux, on finit par regarder ces vidéos. Et cette juge a quand même dit à mon frère, vous, monsieur, vous allez apprendre à la cour à parler français. À partir de là, on avait tout compris, n'est-ce pas? Et lorsque la vidéo commence au bout de 3 heures, cette juge décide d'arrêter la vidéo. Et là, l'avocat lui dit, mais pourquoi vous avez arrêté la vidéo? Mon frère est au sol. On voit que ça commence à se déchaîner sur lui. Et cette juge finit par dire, ici, on juge ce monsieur, pas la police. Suite à ça, il y a eu une plainte qui n'a jamais abouti, puisque l'année suivante, mon frère est décédé. Voilà. Donc on nous explique en fait que c'est un banal accident de la route, qu'il n'y a pas lieu d'avoir une enquête. Que voilà. Sauf que, bien évidemment, quand on lit le dossier, on se rend compte que déjà il y a des problèmes de... c'est même pas cohérent en fait. Et on n'a pas entendu les témoins, on les a entendus alors qu'ils sortaient du bloc opératoire, parce qu'ils ont été sacrément blessés aussi. On n'a pas fait d'expertise des véhicules, on nous refuse l'expertise pour diverses raisons. Voilà, et on aboutit à rien. On nous explique qu'on ne fera pas le lien entre toutes ces affaires, entre les deux affaires, parce qu'il n'y a pas lieu d'être. On nous explique qu'il n'y a pas besoin d'auditionner les policiers, ils sont traumatisés. On n'est quoi, nous? On n'est pas traumatisés, on n'est pas détruits. Et je vous passe tous les détails de jugement pour outrage lors de manifestations. Ma belle-sœur, la femme de mon frère qui s'est pris quand même un flashball dans la main. Les intimidations où on contrôle la famille contre un mur en mode cow-boy. Quand vous arrivez au commissariat, qu'on vous dit ici on est chez nous, on peut prendre comme on veut. Et ça c'est du quotidien. Et aujourd'hui, on n'arrive à rien, on aboutit à rien. Parce que au-delà des bavures policières, il y a le système qui les protège, il y a le système qui fait bloc et qui leur donne ce droit, en toute impunité, de tuer et de détruire des familles et des gens. La principale présence, c'est la soutenir dans son combat, et toutes les familles aussi. Et je remercie aussi beaucoup la tante Alan qui a tout dit en fait. Et pour moi, elle a raison dans tous les points. Et Bilal, donc c'est la personne qui est ici. Donc je tiens à préciser avant de commencer que Bilal était invalide à 79%. Il était bipolaire. Bipolaire, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est, il n'y a pas de violence. C'est qu'il était enfant, il retournait à l'enfance. Il était désorienté dès qu'il avait une crise. Et il se réfugiait beaucoup sur la prière. Il priait pour demander à Dieu, pour le guérir. Donc il a voulu nous prouver, malgré qu'on était en refus des parents, de partir 2 jours en vacances à Marseille. On habite Vienne, donc 350 km. Donc on était contre, son père et moi. Et finalement, il y avait quand même une partie comprise, c'est bien arrivé. Il avait loué une chambre d'hôtel qu'il avait payée à l'avance 2 jours. Tellement qu'il était de bonne foi. Mais il a fallu qu'il tombe, qu'il fasse sa prière à voix haute dans l'hôtel. De là, on a appelé la police l'a pris pour apologie du terrorisme. J'ai eu une perquisition à la maison pour savoir s'il y avait des armes, s'il n'était pas parti d'un groupe islamiste, mais il n'y avait rien de tout ça. Il a été jeté en prison, on ne le savait pas. On ne nous a rien dit. Il a fait 72 heures de garde à vue, où il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et on l'a jeté en prison à 11h du soir. Pour quel motif, on ne sait pas. Parce que l'apologie du terrorisme n'a pas été retenue, parce que ce n'était pas prouvé et qu'il n'y avait rien en fait. Et
Et du coup, j'ai su que mon fils était en prison, en fait, donc il est mort le 10 août 2017. Et le 11 août au matin, à 4h du matin, j'ai eu 4 policiers de Vienne qui sont venus m'avertir du décès de mon fils. Pourquoi il était mort, ça je ne savais pas. Où il était mort, ça je ne savais pas. On m'a juste dit qu'il était mort. Et que si je voulais plus d'informations, il fallait que j'appelle le parquet de Marseille. Chose que j'ai fait, mais personne ne me répondait. On m'envoyait de bureau en bureau, de commissariat en commissariat. Et donc, j'ai jamais su quoi. Si, là, maintenant, je sais où il est mort. Donc, du coup, en fait, il a passé 18 heures en prison et ils l'ont retrouvé, soi-disant, qu'il s'est suicidé en prison. Donc, j'ai mis, en fait, ça a été classé sans suite. Je me suis considérée partie civile. Et du coup, ils ne veulent pas me donner le corps de mon fils. Donc, au bout d'1 mois, ils me l'ont rendu. Je l'ai enterré la veille de son anniversaire. Et du coup, là, maintenant, donc, on a donc 2 matons, un qui est amnésique, qui est devenu amnésique, et une autre qui se contredit sur les faits de la mort de mon fils. Et du coup, on a eu la pression. Donc j'ai eu mon ex-mari qui a fini en prison, donc 18 mois, quoi, il a pris 10 mois de prison. J'ai mon fils qui est en prison. Moi j'ai été en garde à vue, où j'ai eu un rappel à la loi pour des insultes soi-disant aux policiers que j'ai jamais insultés. Ils auraient pu choisir leurs mots, des mots que j'aurais jamais dit. Et donc maintenant, la chose que j'ai à dire, c'est qu'on est des citoyens comme tout le monde. Malgré notre couleur de peau, malgré notre religion, on a droit aux lois comme tout citoyen. Et que si les procureurs ou les policiers sont de bonne foi et qu'ils font bien leur boulot, qu'ils appliquent la loi comme elle est dans le code pénal. On a droit à des lois. Donc moi, la chose que j'ai à dire, c'est appliquer la loi comme tout citoyen, comme tout meurtrier doit être jugé. Qu'il soit policier ou pas policier, fils de policier ou pas fils de policier, ça reste un meurtrier, ça reste un... Je veux que les lois soient appliquées à tout citoyen, en fait. Et comme disait Sarkozy, nettoyer les quartiers au Karcher, pourquoi pas des commissariats? Pourquoi pas des commissariats ou des gendarmeries? Pourquoi pas? Pourquoi les quartiers? Il y a des délinquants dans les quartiers, il y a des délinquants partout. Donc moi, je demande à ce que la loi soit appliquée à toutes les familles de victimes et qu'on puisse avoir notre justice. Ça ne nous les rendra pas, mais que la justice soit appliquée à juste valeur. Voilà. Bonjour. Effectivement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Des Armes en Lait, mais aussi d'un réseau qui s'appelle l'Assemblée des blessés. On s'est constitué entre 2012 et 2014 à partir de constats, c'est que la police utilisait de plus en plus des armes primutiles. Et c'était notre premier combat, c'était ça, c'était d'informer sur ces armes primutiles parce qu'on avait des amis qui avaient été blessés. Et à ce titre-là, on fait partie d'un certain nombre de collectifs. Beaucoup de collectifs comme les nôtres essayent d'attirer l'attention depuis plus de 20 ans, depuis une décennie, depuis 2 décennies, depuis 3 décennies, sur l'aspect, ce qu'on a évoqué là, sur l'aspect systémique du racisme, un racisme qui est systémique dans la police, et aussi de l'aspect systémique des violences exercées par les forces de l'ordre. Mais jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, il y avait quelque chose qu'on arrivait mal à dépasser, c'est que nos blessés, mais aussi les personnes assassinées par la police, semblaient être vues par l'opinion comme des délinquants, systématiquement, et qui, quelque part, avaient un peu mérité leur blessure ou la mort. Et parce que trop arabes, trop noirs, trop casseurs ou trop hooligans, enfin il y avait toujours une raison qui justifiait quelque part qu'on assassine des personnes ou qu'on les mutile. Et donc on a mené un travail d'éducation populaire pendant des années, qui était très peu entendu, de longue haleine pour démontrer l'usage de la force, et notamment l'usage de la violence armée, surtout contre les populations civiles en général. Et on avait très peu d'audience. C'est quelque chose qui change actuellement. Et c'est salutaire, et cette conférence de presse y contribue aussi. On permet de mettre en lumière des choses qui se passent dans ce pays-là, mais aussi qui sont le fait de la police. La police, elle a un permis de tuer aujourd'hui,
très clairement. Elle a un permis de mutiler de plus en plus dans les manifestations, et pas seulement dans les manifestations. Ce qu'on essaie de rappeler, c'est que la police mutile aussi dans les quartiers populaires et en marge des matchs de foot. On a beaucoup de personnes qui ont été mutilées au cours des 20 dernières années. Ça représente 36 à 63 personnes, c'est-à-dire 36 avant 2019. On est passé à 63 personnes qui ont perdu un œil, à cause de balles de caoutchouc, de projectiles de caoutchouc, parce qu'il y a aussi des grenades. Et on est passé de 4 à 9 personnes qui ont perdu une main à cause de grenades. Par ailleurs, le nombre de personnes tuées par an a aussi augmenté exponentiellement. On est passé aujourd'hui à 15 personnes tuées par la police en moyenne par an. Donc il y a effectivement un vrai permis de tuer. Ce qui a changé aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un lanceur de balles de défense. Alors qu'il y a encore 2 ans, on devait expliquer ce que c'était un lanceur de balles de défense. Et des grenades de désencerclement aussi. Et ce qui a changé aussi, c'est que les gens commencent à s'intéresser à la question des violences d'État et au fait qu'on tue aussi dans les quartiers. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire savoir. C'est qu'il y a une épuration sociale qui est à l'œuvre dans les quartiers populaires depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Simplement, aujourd'hui, on peut mettre en lumière cette réalité-là. Il y a aussi un changement dans les techniques de police qui est plus visible aujourd'hui, qui est à l'œuvre dans les quartiers populaires, mais qui est plus visible aujourd'hui parce que c'est à l'œuvre aussi dans les manifestations, c'est de déployer des brigades qui sont beaucoup plus agressives. On avait la BAC dans les quartiers depuis les années 70, et à partir surtout des années 90. Aujourd'hui, on a des brigades comme la brigade de la BST, qui est connue pour ses violences dans plusieurs quartiers, et des policiers de la BST sont poursuivis en justice régulièrement, très faiblement, voire pas du tout condamnés, ce qui est d'ailleurs le cas de quasiment tous les policiers qui sont poursuivis dans les affaires dont vous avez pu entendre parler ici, et dans toutes les affaires qu'on suit, c'est des dizaines d'affaires, voire des centaines d'affaires. Aujourd'hui, avec les personnes blessées en manifestation, on va atteindre des milliers d'affaires dans lesquelles les policiers ne sont jamais condamnés. Donc nous, on tire plusieurs constats que je vais essayer de vous lister ici. Le premier, c'est que les forces de l'ordre, elles se militarisent depuis 20 ans de manière exponentielle. Elles ont de plus en plus d'armes, elles sont de plus en plus violentes. Et du coup, elles tuent et mutilent de manière exponentielle aussi. Ça augmente et ça ne cesse d'augmenter. Et à côté de ça, il n'y a aucune institution, et je dis bien aucune, que ce soit l'inspection générale de la police ou de la gendarmerie nationale, les parquets judiciaires ou même le défenseur des droits, aucune de ces institutions ne combattent cette impunité-là, dont bénéficient les policiers et qui les confortent dans l'idée qu'on peut mutiler et tuer des personnes aujourd'hui sans être poursuivis, sans être condamnés. Et pire encore, en fait, ces institutions, elles confortent l'impunité. C'est-à-dire qu'elles participent à l'impunité, comme ton témoignage a pu le dire. Quand on arrive en justice, le juge est parti. Le juge est parti et a déjà condamné la victime. Parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle fait partie de la communauté des gens du voyage, ou parce qu'en manifestation, on estime a priori que c'est un casseur, qu'elle n'avait pas raison d'être là, etc. On trouve 1000 justifications au fait de ne pas avoir à être présent en manifestation. Et dans les faits, les policiers bénéficient systématiquement de la présomption de légitime défense. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour lequel les syndicats de police se battent depuis des années. Ils veulent cette présomption de légitime défense qui n'existe pas en droit actuellement. Le droit ne permet pas d'estimer qu'il y a une présomption de légitime défense. Et ils veulent atteindre ça parce que tout simplement, ça leur permet de tuer avec l'idée qu'ils ont eu raison de le faire parce qu'ils étaient soi-disant en danger. Avec plein de facteurs qui permettent de dire qu'ils sont en danger. Et ça, c'est le permis de tuer dont on parle. D'autres constats. Les personnes touchées directement ou indirectement par les violences d'État font régulièrement l'objet d'intimidations non officielles de la part des forces de l'ordre, on en a parlé aussi, des intimidations, on a beaucoup de familles qui font l'objet de pression par des polices locales qui les connaissent, qui les identifient, qui souvent les appellent par leur prénom, qui connaissent les familles, qui identifient les familles de victimes et leur mettent la pression. On a vu dans les marches de manifestation qu'aujourd'hui les policiers, quand ils reconnaissent une de leurs victimes qui a perdu un œil, elles se moquent d'elle, ouvertement, publiquement, en se cachant les yeux ou en faisant des blagues. Donc ça participe en fait d'un climat où la police en fait est devenue un gang armé qui est employé par l'État pour réprimer et s'en prendre à toutes les personnes qui sont dérangeantes, soit par leur origine sociale, soit par leurs idées politiques. Il y a aussi quelque chose qui est très très grave depuis quelques mois, c'est les discours médiatiques, les discours politiques, des responsables politiques et médiatiques qui en fait font preuve de toujours plus de cynisme, de méchanceté, de haine, de mépris de classe. Le président est le premier
Macron est le premier à faire preuve de mépris de classe, à se moquer. On se moque des gilets jaunes, on se moque des pauvres, on se moque des étrangers. Et le racisme va avec, évidemment. Donc on nie les violences subies. C'est-à-dire que là, on a des choses qui ont été très évidentes au cours des derniers mois. Des gens perdent des yeux, des gens sont tués. Tout le monde, c'est évident, il y a même de plus en plus de vidéos, y compris dans les histoires de meurtres policiers, même si c'est plus rare dans les quartiers qu'on ait des vidéos qui montrent ces affaires-là. On a des preuves, on a des dossiers de justice aussi, dans lesquels il y a des éléments de preuve. Et ça, ils sont niés, ils sont effacés d'un revers de main. Et donc les gens aujourd'hui meurent, et on trouve ça normal. Et donc on ajoute à l'humiliation, on ajoute au traumatisme, on ajoute l'humiliation. Aujourd'hui, on a des familles qui se sentent humiliées par ces discours publics de haine. Et qu'est-ce que ça produit? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça produit toujours plus de colère et aussi quelque chose qu'on va connaître de plus en plus, c'est le désir de vengeance. C'est-à-dire que les familles vont vouloir se venger. Et il y a déjà eu des cas. Il y a déjà eu un cas d'un père d'une personne qui a perdu un œil dans le sud de la France qui s'en est pris aux policiers parce qu'elle savait très bien que la justice ne lui rendrait jamais raison. Et donc les gens vont commencer à se venger. Et quelque part, c'est un juste retour des choses qui va se produire et auquel il faut se préparer. Ensuite, il y a aussi des choses que nous on constate au niveau des personnes blessées. C'est que l'administration, les organismes d'indemnisation des victimes et les assurances refusent d'indemniser les victimes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui non seulement vivent un traumatisme, des blessures graves qui impactent durement sur leur vie, et les assurances refusent de les couvrir. Et là, je parle spécifiquement des personnes qui sont blessées, en manifestation notamment, et qui, pour la plupart, ont un statut d'handicapé et doivent être reconnus comme handicapés. Donc je vais finir sur quelques constats qui sont très très graves pour nous. C'est que l'État est en train de générer ce qu'on peut appeler une guerre civile, parce que au nom de plein de raisons d'État, du capitalisme, d'un système économique qu'il faut absolument défendre becs et ongles, et pour entretenir aussi un commerce des armes. Dans la plupart des cas, des personnes sont tuées par des armes, mais pas seulement. La première arme du policier, et qui est la plus mortelle, c'est sa main. Et ça, je tiens à le rappeler, c'est que les techniques d'immobilisation utilisées par la police sont mortelles et tuent dans beaucoup des cas qu'on connaît. Et c'est les mêmes techniques d'interpellation qu'en manif, sauf que quand les policiers ont sous la main des Noirs et des Arabes, ils connaissent plus de limites. C'est-à-dire que la technique d'immobilisation va aller jusqu'à l'étouffement total de la personne, jusqu'à ce qu'elle décède. La seule différence qu'il peut y avoir entre le traitement des personnes étrangères et les personnes blanches dans les cas d'interpellation, c'est que le policier se limite quand il a un blanc sous les mains. Mais quand il a des Noirs et des Arabes, il va jusqu'à les étouffer, parfois avec 5 personnes sur le corps qui vont juste aller jusqu'à ce que la personne étouffe. Et donc évidemment, il y a des constats très politiques que nous, on a dans notre collectif, qui ne sont pas forcément partagés par des familles, mais qu'on tient à dire, c'est que pour nous, l'État est responsable. Il est le principal responsable. Il a pour vocation d'assurer l'exploitation de la population. En ce moment, il est en train de devenir gravement totalitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce. Et les forces de l'ordre sont une institution qui n'a pas pour autre vocation, à nos yeux, que de protéger un ordre établi, qui aujourd'hui est complètement déviant, et par extension, le système économique. C'est-à-dire que la police est là pour protéger le système économique, et toutes les personnes qui peuvent considérer une gêne ou une gêne à ce pouvoir en place vont être traitées comme des délinquants, enfin comme des personnes qu'on peut éliminer. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui des représentations politiques qui ne représentent plus personne, si tant est qu'elles ont représenté quelqu'un un jour, et qui se complaisent dans le mépris de classe, des déclarations publiques qui sont juste innommables, et se permettent de salir les victimes. Et elles sont à l'image d'une société qui est complètement mortifère, mégalomane, individualiste, et qu'il faut absolument qu'on change. Par conséquent, nous, à l'Assemblée des blessés, à Désarmons-les, on a un discours très radical, parce qu'on veut soutenir les familles autant qu'on peut, en ne maintenant pas une illusion qui est celle qu'on obtiendra justice par les voies légales, même s'il faut le faire, c'est un combat qu'on fait. On accompagne les victimes autant qu'on peut et les familles dans un combat judiciaire qui permet d'avoir des réponses. Les réponses, c'est la première moyen de guérir un peu le traumatisme vécu, quand on sait ce qui s'est passé. Les dossiers judiciaires permettent de savoir ce qui s'est passé, et ça c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on continuera d'aller en justice. Pas pour faire condamner les policiers parce qu'on sait que ça n'existe pas, que ça n'arrive pas, mais parce que les dossiers judiciaires nous permettent de savoir ce qui s'est passé. Et quand on sait ce qui s'est passé, on peut dans des moments comme celui-là, comme aujourd'hui, on peut le mettre à la face du monde et dire voilà, mon fils a été étranglé. Mon fils a été tabassé à mort. Mon fils a été flashballé en plein visage. Mon fils a été tué par la police, en connaissance de cause, par des policiers qui n'ont plus de limites. Et on peut le dire parce qu'on a des éléments probants dans les dossiers qui permettent de le faire. Aujourd'hui, on va aller vers ça, on va essayer de constituer le plus possible
avec les collectifs et les familles qui le voudront, on va essayer de constituer un comité d'expertise indépendant, d'enquête indépendante, qui va nous permettre à l'avenir de se passer de l'inspection générale de la police nationale, qui est vendue, qui enterre les dossiers, qui est là pour enterrer les dossiers. Et il faut absolument qu'on constitue, nous, un pôle qui permet d'enquêter nous-mêmes et d'accéder aux scènes de crime nous-mêmes, en enlevant les cordons de police, pour que nous, on puisse enquêter sur les scènes de crime. Et ça, c'est un enjeu majeur et politique qu'il faut qu'on mène avec les familles, avec leur soutien aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, le seul constat, et que je vais finir là-dessus, c'est que nous, on ne demande plus rien à l'État. On est quelque part dans une situation où on considère qu'on va arracher par la force ce qui nous revient de droit, en fait, c'est-à-dire la vérité sur l'affaire des morts des nôtres et des blessures des nôtres. Donc nous, aujourd'hui, je peux le dire assez clairement, on n'est pas en attente d'une réponse du gouvernement, on est plutôt dans une situation où on se considère comme en guerre avec eux, parce qu'en fait, on a vu qu'en face de nous, on a des forces de l'ordre qui vivent dans une impunité totale et qui se permettent d'être de plus en plus violentes, et on en a marre, en fait, que des gens proches de nous se fassent tuer et mutiler par des armes de police. Voilà, merci. Vous allez pouvoir poser quelques...